Voilà. Bonjour tout le monde, bonjour Karine, bonjour tous ceux qui sont déjà dans le live. Bienvenue à cette nouvelle entrevue bâtisseur d'impact en immobilier. Mon nom est Christelle, je suis analyste en actuariat de profession, je suis investisseuse en immobilier depuis quelques années dans la grande région de Montréal. Alors on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de bâtisseur d'impact en immobilier. Qu'est-ce que c'est bâtisseur d'impact en immobilier? Dans le fond, c'est une communauté de personnes, autant des investisseurs en immobilier que des professionnels ou des personnes qui s'intéressent tout simplement à l'investissement en immobilier, qui se réunissent pour partager des informations, partager leurs connaissances, partager leur expérience et on découvre beaucoup de petites pépites dans bâtisseur d'impact en immobilier, comme la location achat, notre sujet du jour. Donc, on a l'honneur de recevoir aujourd'hui Karine Toham, qui a fait de l'achat-détention et qui s'est tournée vers la location achat par la suite. Je vais tout de suite passer la parole à Karine. En quelques mots, est-ce que tu peux nous dire un peu qui est Karine Toham? Bonjour à tous, bonjour Christelle. Et déjà, merci de m'inviter ici. C'est plutôt un honneur pour moi d'être là, de partager cette passion que j'ai. Alors, donc, je m'appelle Karine Toham Ngoy. Je suis avant tout une épouse et une maman comblée. Je suis ingénieure réseau de formation et ça fait environ un peu plus de 2 ans que ma famille et moi nous sommes installés à Ottawa, en Ontario. Le Canada a été pour moi vraiment l'opportunité de poursuivre cette passion que j'ai pour les investissements immobiliers. Donc, mon époux et moi, nous avons commencé par investir dans des propriétés à revenus, donc l'achat-détention, comme on dit au Québec. Et ensuite, voulant vraiment passer à un niveau un peu plus grand avec les investissements immobiliers, vraiment mener ce projet à grande échelle, je me suis formée, donc j'ai investi dans le fait d'avoir des mentors, des coachs, des experts en immobilier pour apprendre vraiment des meilleurs et surtout des gens qui ont de l'expérience dans ce domaine. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré ou j'ai entendu parler de la stratégie de location-achat. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée de par la dimension humaine que ça a. C'est vraiment une stratégie où effectivement, tu fais des profits en faisant des investissements immobiliers, pardon, mais en plus, tu as un impact dans la vie des gens avec lesquels tu travailles. Donc voilà en quelques mots pourquoi je suis là aujourd'hui. OK. Mais avant même de passer à la location achat, je suis très curieuse de nature. Hein. Pourquoi tu as choisi l'immobilier? Parce que ça aurait pu être le e-commerce, la bourse. Pourquoi avoir choisi l'immobilier dès le départ? Ça, c'est une bonne question. J'avoue que j'ai pas de réponse, on va dire, comme ça, pragmatique. Je peux dire que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Donc, moi, je suis originaire du Cameroun. J'ai beaucoup voyagé. Et donc, j'arrive au Canada où j'ai toujours su que dans les différents pays où j'ai vécu, en Europe et ici maintenant en Amérique, qu'en fait… Oh, un instant, ça coupe un tout petit peu. Je ne sais pas si dans le chat vous avez le même problème, mais je n'ai pas du tout compris la dernière phrase. Désolée. alors, là, tu m'entends Oui, bien? oui, là, je t'entends bien. OK. Et je ne sais pas si dans le chat, ils peuvent nous faire un retour. Est-ce que vous nous entendez bien? OK, super, Euh, merci. oui, c'est parfait. Vas-y, continue. Désolée. Je disais, j'ai toujours su que c'est vraiment, je peux dire, comme une intuition que j'avais, que il faudrait que je bâtisse ma retraite et l'avenir de mes enfants, même avant d'avoir des enfants, en fait, sur la base d'investissement immobilier. Parce que pour moi, peut-être c'est mon éducation, mais il n'y a rien d'aussi solide que le bâtiment, en fait, l'immobilier. Et, euh, et en fait, tu prends contrôle finalement de ton avenir en investissant dans quelque chose qui est concret. Voilà. Mhm. Donc, et jusqu'à présent, avant d'arriver au Canada, je n'avais peut-être pas eu le temps ou le mindset, enfin, l'état d'esprit pour vraiment m'y investir complètement. Et aussi, voilà, peut-être j'étais pas encore dans cette étape de ma vie où j'allais vraiment pouvoir m'y consacrer.
Et le Canada m'a permis de faire cela. Voilà. En quelques mots, pourquoi l'immobilier? OK, parfait. Et aussi, c'est vrai que ça, c'est une question que je te sors un peu là rapidement. Comment tu as fait pour te lancer? Est-ce que tu as eu à t'outiller pour te lancer? Comment tu as fait? Tu t'es éduqué, tu t'es formé? Comment tu t'es lancé dans l'immobilier? Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai commencé par, tu sais, comme il y a des gens, toi tu vas parcourir Internet pour tes centres d'intérêt. Moi, j'ai toujours eu un peu dans mes recherches, tu vois, sur Google ou autre chose, je vais toujours rechercher tout ce qui est lié à l'immobilier. Et un jour, en fait, je suis tombée sur une annonce, comme tu peux en avoir plusieurs, sur un séminaire qui permettait vraiment d'en savoir un peu plus sur les stratégies d'investissement immobilier. Et ça a été vraiment, on va dire, le clic dans ma vie. Ça m'a ouvert, en fait, énormément d'opportunités. Ça m'a totalement ouvert l'esprit dans le sens où on peut se former. Il faut se former si vraiment tu as un objectif grand comme moi, en fait, comme le mien peut-être. Et donc, en fait, j'ai compris qu'il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut investir en soi, et c'est ce que j'ai fait. J'ai investi dans ma formation. Comme je l'ai dit au départ, je travaille avec des coachs. On se forme chaque jour, chaque minute, on apprend tout le temps, mais il faut se former pour faire, non pas seulement des investissements pour faire des investissements, mais vraiment pour le faire de la bonne façon, de la manière la plus efficace possible et vraiment de manière professionnelle. OK, super, super. Merci beaucoup pour ce partage-là. Et bon, on tombe tout de suite dans la location achat. Donc, c'est quoi cette petite bébite? On entend location, on entend achat. C'est quoi la location achat pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça? Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la location achat, les deux mots, location achat, ça veut dire que vous commencez, c'est un programme ou une stratégie du point de vue où on se place. Pour un investisseur, c'est une stratégie d'investissement immobilier. Pour un client qui serait intéressé, ça devient un programme. L'idée, c'est que vous entrez dans ce programme parce que vous voulez entrer dans votre maison aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas vous permettre de l'acheter. Donc, vous avez un problème financier, un challenge financier. Donc, vous entrez dans votre maison que vous aurez choisi aujourd'hui en tant que locataire et vous avez une option pour l'acheter à la fin d'une période déterminée. Voilà en quelques mots la location achat. OK, très bien. OK. Donc, quelqu'un qui est intéressé par la location achat, il vous contacte. Ensuite, c'est quoi le processus? Comment est-ce que ça se passe? Alors, je reviens sur quelqu'un qui est intéressé par la location achat. Elle s'adresse principalement à des gens qui ont des challenges pour avoir un financement. Ça veut dire quoi? La première question que je pose aux gens qui viennent me voir, qui me disent, ah, ton programme m'intéresse. Je leur demande, est-ce que tu as essayé d'obtenir un financement traditionnel avec une banque? Si la réponse est oui, je demande, est-ce que tu as eu un refus ou une réponse positive? Si la réponse est positive, je dis, dans ce cas, tu n'as pas besoin de la location achat. Parce qu'en OK. fait, mon but, c'est d'aider les gens à la fin du programme à être éligibles pour un prêt bancaire traditionnel. C'est ça le Parfait. succès de mon programme. Donc, comment OK. ça se passe? Quelqu'un va à la banque, donc il obtient un refus. Il veut s'acheter sa maison principale, il obtient un refus. Il vient me voir et je lui demande quelle était la raison? Est-ce que tu sais les raisons pour lesquelles tu as eu un refus? S'il ne sait pas, je vais l'orienter vers mon courtier hypothécaire. Parce que, comme je l'ai dit, moi, je travaille avec une équipe d'experts. Je n'ai pas d'expertise en tant que courtier immobilier, agent immobilier. Je fais du programme management, de la gestion de programme. Donc, je vais l'orienter vers le courtier hypothécaire. Celui-là va faire une analyse de sa situation financière, un peu comme quand vous allez pour essayer d'avoir une hypothèque. Et il va nous faire un rapport au client et moi. Il va nous dire, voilà, en fait, si par exemple, c'était toi la cliente, Christelle, il va nous dire, Christelle n'a pas pu qualifier pour son hypothèque pour les raisons suivantes. Ensuite, il va nous dire si c'est réparable, ces raisons-là, ou les causes, est-ce qu'on peut les améliorer dans une période de temps déterminée.
Si c'est possible, on va mettre en place un plan d'action sur lequel Christelle et mon équipe et moi-même, nous allons travailler dessus. OK? Et on va se dire, voilà le plan d'action, Christelle, sur lequel nous allons travailler ensemble pendant, il nous faudra de manière réalistique 2 à 4 ans pour avoir un succès dans ce programme. Christelle, si tu es partant, tu rentres dans le programme et ensuite, mon équipe et moi, je travaille également avec des investisseurs. On va t'aider à trouver la maison de ton choix, de tes rêves, celle que tu aurais achetée si tu pouvais qualifier pour un prêt bancaire. Dès le premier jour de notre programme, tu emménages dans cette maison qui devient la tienne en fait. Tu es locataire, mais dans le premier jour, tu as aussi une option qui est signée de l'acheter, une option d'achat sur cette maison dans 2 à 4 ans, la durée à la fin du programme. Voilà comment ça se passe. Si je comprends bien, c'est le locataire, futur acheteur qui choisit la maison dans laquelle il veut vivre et qu'il voudra acheter plus tard. Bien sûr, oui. Là, parce que n'oublie pas pourquoi on fait ça. On veut aider des gens à s'acheter leur maison. Donc, je ne vais pas choisir leur maison pour eux. Bien sûr, je vais avoir mon mot à dire parce qu'au départ, j'investis dans la maison. Mais on va dire, si par exemple, tu ramènes, je vais te demander de me ramener un set de 3 maisons, ton premier choix, deuxième, troisième, ensemble, on va piquer la maison dans ce set-là. Mais c'est pas moi qui vais t'imposer la maison parce que à la fin de la journée, ce sera la tienne. Tu vas me la racheter. Voilà, c'est clair. C'est clair qu'une personne qui a les capacités d'acheter une maison de 400 000 ne va pas aller se chercher un château à 2 millions, on s'entend. Voilà. OK, parfait. Gary avait une question dans le chat. Tu peux la poser dans le chat. Je vais la remonter. Si on continue, comment vous sélectionnez la clientèle? Est-ce que c'est sur la seule base que la personne ne se qualifie pas au niveau de la banque? Est-ce qu'il y a d'autres critères? Alors, ça, c'est une très bonne question. Effectivement, la qualification est clé ici. Elle est clé pourquoi? Parce que plusieurs choses. Le programme, effectivement, commence par l'achat de la maison pour un futur locataire. Comme n'importe quel investisseur immobilier propriétaire, il faut que le locataire ait suffisamment de revenus pour pouvoir payer un loyer. Donc, de la même manière que tu fais un screening de tes locataires, quand toi, tu as des propriétés à revenus, nous aussi, on va faire la même chose. Parce qu'à la fin de la journée, ils vont payer un loyer. Ils sont d'abord locataires. Ensuite, le programme a une composante qui est très importante, c'est du coaching. Le coaching pour les aider à surmonter les challenges qu'ils avaient, qui ont fait en fait qu'ils sont venus nous voir pour le programme. Et on le sait, tout le monde n'est pas coachable. Il faut que le client, le candidat, ait la volonté de se laisser guider et de travailler avec quelqu'un d'autre qui va lui donner des conseils, qui va le coacher. Effectivement. D'accord? Bien sûr. Donc, pour résumer, on va dire, il faut vraiment que le client montre un engagement à travailler dans ce programme et qu'il ait aussi suffisamment de revenus comparé à ses dépenses pour être locataire au départ. OK, super. Merci pour tous ceux qui sont dans le chat. N'hésitez pas à partager. Il y a Parfait qui dit c'est super. Il y a Johan qui dit qu'il est là pour te supporter. Il dit que c'est vraiment super. Il est fier de toi. Il y a Gary qui pose une question. Il demande Rent to Own est réglementé par quel... Alors, nous avons perdu Christelle. Oui, désolé. Il y a Gary qui demandait Rent to Own est réglementé par quelle institution? Tu voudrais que je peux répondre à la question? Oui, bien sûr, c'est pour ça. Merci pour ta question, Gary. Alors, Rent to Own, c'est une stratégie immobilière. Donc, comme peut être l'achat, rétention ou les flips, c'est une stratégie d'investissement immobilier. Ça veut dire qu'on répond du moment que tout ce que tu fais dans ton programme est conforme à la loi, il n'y a pas d'institution particulière. Donc, ça veut dire que quand on va acheter, par exemple, la maison pour le locataire au départ, on va passer chez un notaire si on est au Québec ou on va utiliser un avocat si on est en Ontario, de la même chose. Quand les courtiers hypothécaires doivent regarder le dossier
du candidat, donc sa cote de crédit, il va demander son consentement, que ce soit comme dans n'importe quelle transaction immobilière. En Ontario, par exemple, quand le locataire entre dans la maison en tant que locataire, il signe on a un template en Ontario pour les locataires. De la même manière, il va signer le template de contrat de location au Québec. Donc, pour dire qu'il n'y a pas d'institution particulière pour le rent to own, c'est une stratégie qui combine différentes transactions immobilières et qui doit simplement être conforme à la loi de ces différentes transactions immobilières. Super. Raison pour laquelle vous travaillez avec plusieurs spécialistes, plusieurs professionnels. Enfin, vous travaillez avec des avocats, des courtiers hypothécaires. C'est important de le faire de la bonne manière et de travailler avec les gens qui sont licenciés, qui sont expérimentés et qui savent ce qu'ils font. Absolument. OK, mais si je peux rebondir un peu, avec quel professionnel vous travaillez, autre que l'avocat et le courtier hypothécaire? Alors, donc, ce qu'on appelle ma Power Team, il y a donc effectivement le courtier hypothécaire, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure. Ensuite, vous allez avoir bien sûr le courtier immobilier, parce que quand il faudra acheter la maison, c'est lui qui ira avec le client faire du shopping, du magasinage pour la maison. Ensuite, on a un spécialiste du crédit, ça c'est très important. J'ai parlé de la partie coaching. Ce que j'ai envie de mettre en avant ici, c'est un programme Rent to Own a une composante vraiment importante qui est cette composante du coaching pendant la durée du programme. Il ne s'agit pas seulement de mettre quelqu'un en location et ensuite de lui revendre la maison à la fin. Le succès vraiment repose dans le fait que vous aidez cette personne, vous la coachez à surmonter ce challenge. Et le spécialiste de crédit est une composante importante dans l'équipe. Ensuite, vous pouvez avoir un entrepreneur de travaux. Si jamais le client voudrait acheter une maison et la retaper, ça peut être aussi un de ses vœux. Vous savez, vous avez des gens qui veulent mettre un peu de leur dans leur maison, une touche. Et là, il faudra qu'il soit guidé par votre entrepreneur de travaux. Bien sûr, un avocat, absolument, ou un notaire. Aussi bien le nôtre, de notre compagnie, que celui du client. Ça, c'est impératif. Les clients doivent absolument consulter, avoir un conseil indépendant, légal. Parce que ils doivent être conscients des responsabilités qui seront les leurs, des droits qui seront les leurs pendant le programme et en général de l'engagement, des termes du programme. Donc, principalement, ce sont ces personnes-là que j'ai dans mon équipe et mon mentor, exactement comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai mon mentor qui a déjà une expérience sur ce type de stratégie. Très important, pourquoi, comme on dit, tu l'as dit dans une de tes vidéos, Christelle, il faut apprendre des erreurs des autres. C'est mieux d'apprendre des erreurs des autres. D'où l'intérêt d'avoir un mentor qui aussi aura un avis sur différentes situations, parce que les gens auront différentes situations et il aura des conseils sur comment les aider au mieux, en fait. Voilà. Oh, OK, parfait. Et j'avais une question par rapport aux avantages pour le locataire achat, autre que le fait d'avoir finalement une maison qu'il n'aurait pas pu avoir par les méthodes traditionnelles, aller vers une banque, avoir un prêt traditionnel, autre le fait d'être propriétaire après 5 ans. C'est quoi les autres avantages qu'il y a dans cette stratégie-là pour le locataire acheteur? Le locataire, le client du programme. Hein? Oui, c'est ça. Okay. Alors, les avantages sont les suivants. Un avantage qui est évident, c'est qu'ils avaient envie de s'acheter une maison aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas, mais ils peuvent quand même emménager dans cette maison-là aujourd'hui, même si ce n'est qu'en tant que locataire. Et en plus, quand ils emménagent dans la maison, ils ont une option d'achat sur cette maison. En anglais, on dit first right of refusal. Ça veut dire que le jour où cette maison est à vendre, ils sont les premiers à pouvoir l'acheter, à avoir le droit d'acheter cette maison. Parce que c'est contractuel, de par le Rent to Own Program. Non seulement ils sont les premiers, mais ils ont un prix d'achat qui est prédéterminé aujourd'hui pour dans 2 ou 4 ans. OK, donc, ça c'est très intéressant, ça. Au marché immobilier et que vous voyez comment les prix des maisons montent, vous savez que
en fonction de la zone où vous choisissez votre maison, si quelqu'un vous dit, je te fixe un prix d'achat aujourd'hui pour dans 3 ans, par définition, il est déjà en train de vous donner une réduction sur le prix d'achat. Si vous êtes dans une zone où le taux d'appréciation est assez constant et croissant. Exact, exact. Okay? Il y a Gary qui avait une autre question, mais ça, je pense qu'on on va s'en venir sur la question. Il y a un autre utilisateur, il y a Papi Tidjane qui demande c'est combien de temps la location? Combien de temps est-ce que la durée du programme d'enfant? Alors, ça peut varier. Elle peut aller entre 2 à 4 ans en général. Parce que 4 ans, pourquoi? C'est vraiment on va dire, un retour sur les différentes expériences qu'il y a eu sur ce type de programme, dépendamment du problème qu'il y a à résoudre. Si c'est quelqu'un qui vient nous voir et qui dit il avait suffisamment de mise de fonds, mais son crédit score était, par exemple, très bas, c'est quelque chose, s'il n'a pas de dette vraiment énorme, c'est quelque chose qu'on peut réparer en 2 ans. Mais si quelqu'un vient avec une proposition de consommateur et que le taux d'endettement est un peu élevé, bon là, il va falloir travailler un peu plus sur le long terme. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend du challenge du client. Ça dépend de combien de temps cette personne a besoin pour nettoyer la petite tâche qu'il y avait sur son dossier financier. Exact, parfait. Et il y a Papi qui demande aussi le prix de la location. Est-ce que le prix de la location serait le même que si l'acheteur payait, non, si le locataire payait une hypothèque? Si le locataire payait une hypothèque, alors… Oui, est-ce que c'est comme son loyer? Est-ce que ça reviendrait à peu près à son hypothèque? Bon, j'avoue que c'est un peu du cas par cas. Hein. Ça doit se faire au niveau de l'étude du dossier. Parce que ce qui rend un peu la question délicate, c'est que le prix d'une hypothèque dépend du profil financier de chacun, de ton taux d'endettement. Tu n'auras pas le même, principalement, tu n'auras pas le même taux d'intérêt que moi, selon ta situation. Donc, je vais répondre différemment si je puis me permettre. Le loyer, on va appliquer le loyer du marché. Le loyer du marché, c'est-à-dire pas plus. On ne va pas essayer de faire notre profit sur le loyer. Pourquoi? Parce que le locataire d'un programme Rent to Own, et c'est ce qui le différencie d'un locataire régulier, un locataire qui n'a pas une option d'achat pour la maison. Le locataire d'un programme location-achat a 2 versements mensuels séparés. Il a le versement de son loyer et il a le versement d'une cotisation qu'on utilisera plus tard pour sa mise de fonds, quand il voudra racheter la maison. Ce qui fait que, vous imaginez bien, on n'a pas envie d'accabler le locataire. Il a déjà 2 paiements qu'il fait. OK? Donc, on ne va pas le mettre un loyer, je veux dire, au-delà du loyer du marché. On va simplement lui donner le loyer je veux dire, le minimum qu'il aurait payé en tant que locataire régulier. On ne va pas faire de profit sur cette partie-là. Voilà. Exact. OK, super, super. Merci, merci pour la réponse. Dans le fond, ça venait un peu à ma prochaine question qui allait être les coûts que cela implique pour le locataire. Alors, les coûts, j'ai envie de dire, pour répondre clairement, moi, je suis le programme manager, le locataire ne paye pas. Il faut le voir comme ce que j'y gagne et mes partenaires avec moi, mais qui sont investisseurs comme moi, pour nous, c'est un investissement immobilier. L'investissement immobilier est juste un véhicule pour les aider. Concrètement, un candidat qui rentre dans le programme, il doit verser une certaine somme au départ du programme comme un engagement. Cette somme, c'est un crédit pour sa future mise de fonds. OK? C'est-à-dire que si on avait décidé que dans 3 ans, il achetait une maison, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, à 400 000 $ et qu'il lui fallait 40 000 $, 10% par exemple, pour qualifier. Si par exemple, c'était ça notre stratégie en se disant, on va maximiser la mise de fonds et qu'au départ, il nous verse 10 000 $ pour montrer. Ça,
Ça, par contre, c'est obligatoire. On demande un versement initial pour montrer l'engagement du client parce que nous, au départ, on va acheter la maison pour lui et on veut être sûr aussi qu'ils sont sérieux. Donc, quelle que soit la somme que le locataire nous verse au départ du programme, s'ils avaient à cotiser 40 000 comme mise de fonds, elle sera créditée à ces 40 000. Et donc, pendant le programme, leur coût, c'est le coût d'un loyer. Et le deuxième paiement dont j'ai parlé, ce sera crédité à leur mise de fonds. Donc, ce sera leur argent. Donc, concrètement, le coût pour le locataire, c'est le loyer. OK. Est-ce que le deuxième, mettons, il aura 40 000 $ de mise de fonds. Là, il verse un 10 000 $ comme à compte en partant. Le 30 000, est-ce que ça sera étalé pendant toute la durée? Justement, le deuxième paiement qu'il doit faire, ça sera étalé pendant toute la durée du programme? Absolument. Les 30 000 qui vont rester, on va dire, si le client a un programme sur 3 ans, ça fait 36 mois, il va payer 30 000 divisé par 36 chaque mois. OK, parfait. Parce qu'il y a Gary qui avait une question. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Gary? Il demandait si un client achète pour 400 000 et paye 1 500 $ par mois après 2 ans, est-ce qu'il paye la différence à l'achat? Le 1 500, pourquoi le 1 500? Je ne sais pas trop, je ne comprends pas trop, Gary. Est-ce que tu peux nous… 1 500 de loyer, OK. Alors, donc Gary, pour être clair, il faut 2 paiements distincts. Et j'en reviens à la question, est-ce que c'est réglementé par ces institutions? La banque, à la fin du programme, elle veut voir 2 paiements mensuels. Ah oui, OK. Pour être conforme à la loi, il faut 2 paiements différents chaque mois. OK? Il y a un paiement qui va vraiment être comme un loyer. Et il faut un deuxième paiement, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand le locataire va aller à la banque à la fin du programme, il faudra qu'il justifie qu'il a sa mise de fonds. Et la manière la plus légale et simple de montrer, c'est que toi, le gestionnaire du programme montre à la banque, oui, monsieur, madame le banquier, voici le deuxième paiement qu'il me faisait pendant 36 mois. Et c'est ça, sa mise de fonds. C'est moi qui l'ai. Effectivement, j'ai les justificatifs. Voici l'argent. Voici le paiement. Okay. Donc, il faut vraiment 2 paiements distincts. OK, super. Okay. J'aime beaucoup vos questions dans le chat. Allez-y, vas-y. Et donc, pour en revenir aux 1 500 de Gary et sur 2 ans, alors, ce dont tu parles, Gary, ici, c'est vraiment les termes du programme. Je ne sais pas si les 1 500 sont suffisants pour couvrir le loyer du marché où le client va acheter sa maison à 400 000 et en plus la cotisation vers sa future mise de fonds. Si c'est le cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra diviser ces 1 500 en 2 paiements distincts. Et encore, pour la deuxième partie de ta question, est-ce qu'il paye la différence à l'achat? Ça dépend des termes qu'il a avec le gestionnaire du programme location-achat. Est-ce que le gestionnaire est d'accord pour que pendant la durée du programme, le locataire paye seulement une partie de la mise de fonds et le reste à la fin, ou pas? À la fin, c'est vraiment un accord entre les 2 parties, selon le profil du candidat. OK, super. Merci. Il y a Papi Tidjane qui demande, est-ce que le REER pourrait être utilisé comme caution? Alors, qu'est-ce qu'il appelle caution? Je pense que les 10 000 $ qu'on donne au début. Je pense que ça doit être ça. Alors, je ne suis pas experte en fiscalité ou en, je ne sais pas, REER. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Je dirais, ce que je vois sur le marché, en général, les investisseurs, donc moi, dans mon programme, je vais demander du cash. Pourquoi je vais demander du cash? Parce que au départ du programme, si j'en reviens à l'exemple de Christelle qui est ma cliente, je dois acheter une maison pour Christelle. J'achète une maison pour Christelle, donc je suis investisseur. Ça veut dire que la banque va me demander 20% de mise de fonds. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser la compte de Christelle et le compléter pour en faire mes 20% de mise de fonds. Donc, en fin de compte, c'est est-ce que la banque va accepter le REER ou autre chose? En général, elle veut
en tant qu'investisseur, parce que je n'achète pas ma résidence principale, elle veut voir du cash. C'est ça, exact. Voilà. Et c'est pour ça que moi, dans ma stratégie, en tout cas pour mes clients, je demande du cash parce que c'est leur apport, on se met ensemble avec mes propres fonds pour avoir le 20% pour acheter la maison. Oui. Parce que vraiment, la façon dont je vois ce programme, c'est un travail d'équipe. Nous travaillons ensemble pour les aider à acquérir cette maison. Et aussi, comme investisseur, si je veux mettre le 20% de mise de fonds en utilisant le REER d'une autre personne, ce sont des stratégies un peu plus complexes qui demandent parfois, qui sont parfois intéressantes si les montants sont vraiment très élevés. On parle de 50 000, de 100 000. Si c'est 10 000 de REER, parfois le coût de la stratégie peut te coûter, ça ne vaut pas la peine à la fin de la journée. Comme investisseur, exact, en utilisant les REER des autres et lorsque c'est possible. Parce que là encore, c'est vraiment limité. Il y a des stratégies un peu poussées pour utiliser les REER des autres. Mais comme je dis encore, pour les petits montants, parfois, ça ne vaut pas la peine. Oui, parce qu'effectivement, je ne connais pas exactement en tout cas, quelles sont les obligations au Québec, mais par exemple, en Ontario, il faut vraiment, quand quelqu'un doit utiliser l'argent de son RRSP, comme on dit ici, de son fonds de retraite, il doit vraiment passer par une institution spécialisée via un trust, donc un fiducie. Voilà. Exact. Et ça, ça demande de coûts, notamment au moins d'avocats en plus. Exact, c'est ça, c'est ça. Parfois, tous les coûts reliés, les petits coûts reliés finissent par annuler l'effet positif. Il y a Parfait qui demande si la stratégie de location-achat peut être utilisée pour l'achat d'un immeuble à revenu. Alors, c'est-à-dire que le client veut investir, je dirais non, parce que c'est on veut acheter leur résidence principale. OK? Parce que n'est pas la banque à la fin, ou plutôt l'objectif du programme, c'est d'aider la personne, le candidat du programme location-achat à qualifier pour un prêt. S'il va essayer de qualifier pour un immeuble à revenu, on ne va pas lui demander 5 ou 10%. Il aura minimum 20% de mise de fonds requis. Donc là, c'est une autre. Même si c'est un duplex, même si c'est un duplex propriétaire occupant? Alors, c'est différent. Là, merci de soulever ce point-là. Effectivement, tu peux venir me voir et me dire, Karine, je voudrais acheter un duplex comme ma résidence principale. Pourquoi je veux acheter un duplex? Parce que je voudrais pouvoir avoir quelques revenus locatifs pour être plus confortable, m'aider à payer mon hypothèque le jour où je devrais qualifier. Et encore une fois, c'est une décision de ma compagnie de dire oui ou non, de travailler avec toi sur ce type de projet. Ce sera en fonction de ce que je vais voir comme engagement de ta part, ce que tu vas me donner comme garantie financière. Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, la vie est pleine d'imprévus. Si j'achète un duplex pour toi et que tu me dis oui, je l'achète parce que je vais mettre en location et que demain, pour X ou Y raison, tu ne peux pas l'acheter. C'est-à-dire que je me retrouve avec finalement une propriété qui est un duplex. Est-ce que ça colle dans ma stratégie d'investissement? Est-ce que j'avais prévu d'être propriétaire d'un duplex? Oui, non. Donc, en fonction de ce que je peux avoir comme plan B, si tu n'arrives pas à me racheter la maison, je te dirais oui ou non pour le duplex. Mais c'est sûr que c'est des choses dont il faut discuter dès le départ. Quand vous voulez rentrer dans le programme, il faut être vraiment direct et honnête et dire, moi, ce que je recherche, c'est ça. Est-ce que vous me donnerez le droit de sous-louer la maison? Parce que là, vous allez sous-louer pendant le programme parce que c'est moi qui serai propriétaire. Vous serez encore locataire. Donc, est-ce que vous me donnez le droit de sous-louer? Parce qu'en fait, en fin de compte, la maison, je vais l'acheter. Est-ce que je peux sous-louer dès maintenant? Et là encore, c'est une décision de propriétaire à locataire. Voilà. OK. Parce que dans ce cas, il y aurait comme 3 niveaux hiérarchiques, entre guillemets. Exactement. Et sachant que, il y a 3 niveaux. Si jamais le locataire de mon client, il y a une situation, je suis responsable parce qu'au final, c'est moi qui suis le propriétaire de la maison pendant le programme. Quand le programme est terminé, c'est sûr que c'est la responsabilité de l'ancien client de la location achat, mais pendant le programme, j'ai toujours cette responsabilité-là.
D'où l'intérêt de voir, discuter avec le client sur sa stratégie, pourquoi il veut faire ça, qu'est-ce qu'il donne comme garantie. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de, c'est pas blanc ou noir. OK, parfait. Et une dernière question de Gary par rapport au même sujet. Il demande si ça fonctionnerait pour le chalet. Pour une deuxième maison, Pour une deuxième maison. c'est-à-dire qui n'est pas sa résidence principale. Oui, c'est ça. Pour un chalet, comme un chalet locatif, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont des chalets comme deuxième résidence. Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que les gens, en général, il a dit non locatif, donc ce serait sa deuxième maison. OK. Alors, je ne dirais pas non. C'est que ce n'est pas commun d'avoir des gens qui… Pourquoi je dis que ce n'est pas commun? Revenons un peu aux bases. Quand vous voulez acheter une maison, qu'est-ce que la banque va vous demander? Elle va vous demander code de crédit, fonds propres, revenus, d'où viennent vos revenus. Il y a ces 3 points-là. Donc, l'idée, c'est quand vous allez acheter un chalet, une deuxième résidence, ça veut dire que vous avez déjà votre première résidence, si je comprends bien sa question. Donc, probablement que vous avez fait de l'équité. La question est de savoir pourquoi la banque vous refuserait un prêt pour acheter cette deuxième maison, sachant que quelque part, vous êtes déjà propriétaire. Quelle raison, en fait, va faire que la banque va refuser? Et c'est en partant de cette raison-là que nous, on va voir si on peut faire le programme avec vous. Je suis désolée, Gary, je ne réponds pas directement à la question parce qu'elle n'est pas aussi simple. Mais vraiment, je peux dire, il n'y a pas de raison qu'on n'achète pas un chalet avec le programme location achat. Simplement, je ne peux pas dire de oui définitif parce que la première question que je demande, c'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir de prêt. Et je pars de là. Voilà. Donc, OK, Gary, il faudrait contacter Karine pour étudier ça. Je partagerai mes coordonnées avec plaisir. C'est vraiment, c'est ce que je dis au départ, c'est que ce programme, cette stratégie, elle est vraiment humaine. C'est-à-dire, c'est les situations de tous les jours, en fait, avec des gens, vous gérez des situations inédites. Et chaque cas est différent. Exact. C'est un peu comme, ce que j'aime de ce programme, c'est comme du sauvetage financier, mais appliqué à l'immobilier. Absolument. Et puis, imagine rien que de pouvoir offrir l'opportunité à une famille d'avoir sa propre maison, quoi. Je veux dire, à la fin, ça n'a pas de prix en termes de satisfaction. Exact. Et que se passe-t-il à la fin du programme si finalement le locataire, acheteur, soit il ne peut plus ou alors il ne veut plus racheter la maison? Très bonne question et très bonne nuance que tu viens de faire. Donc, le programme, mettez-vous un peu du point de vue, parce que là, je vais vous répondre du point de vue de l'investisseur qui a acheté la maison. C'est venu me voir, encore une fois, c'est plus simple de prendre des exemples concrets. C'est venu me voir, j'ai acheté la maison pour toi. J'ai acheté la maison pour toi. C'est-à-dire que j'y ai mis mes fonds, qui peuvent être des fonds que j'ai peut-être mis en combinaison avec d'autres personnes. Donc, nous avons pris un risque d'acheter une maison pour toi, Christelle. Et nous avons pris ce risque sur la base que tu as dit que tu étais très engagé, tu as pris l'engagement de nous la racheter dans 3 ans, par exemple. Si dans 3 ans, tu me dis, Karine, je ne vais pas racheter la maison, parce qu'on est bien d'accord, tu as une option de racheter la maison. Tu n'as pas d'obligation, c'est une option. Tu me dis, Karine, je ne vais pas racheter la maison. Et encore une fois, le programme location-achat, on est censé, s'il est bien fait, je le saurai avant les 3 ans. Et on devrait pouvoir rectifier le tir, on devrait pouvoir travailler dessus de manière proactive. Donc, si à la fin des 3 ans, tu me dis, je ne vais pas, je vais te demander pourquoi. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas ou tu ne peux pas. Si tu ne peux pas, encore une fois, un bon programme, je l'aurais su les années précédentes que tu ne pourras pas acheter dans les 3 ans. Vu qu'il y a un volet coaching et suivi. Exactement. Et quand j'aurais su que tu ne pourras, pendant le programme, si je sais à un moment donné que, vu comment ça se passe, Christelle ne pourra pas atteindre l'objectif dans 3 ans, on va travailler ensemble sur le pourquoi tu ne peux pas. Si parce que
tu vois, par exemple, pendant Covid, des gens ont perdu leur boulot, ça peut arriver, ce n'est pas de leur faute. Un locataire acheteur, on les appelle locataires acheteurs, hein, les clients du programme location achat. Si un locataire acheteur a perdu son boulot pendant le programme, tu vas travailler avec lui. Vous allez peut-être étendre le programme. Vous allez travailler sur des solutions alternatives tant que le locataire montre une volonté de travailler avec nous pour racheter la maison. Parce que mon intérêt d'aller dans cette stratégie, c'est pas de garder la maison. Si je voulais garder la maison, je continuerais de faire de la location, de l'achat-rétention. Là, mon but, c'est de pouvoir revendre cette maison à la fin d'une période déterminée. Donc, je vais continuer de travailler avec lui pour trouver une alternative en étendant, par exemple, le programme, en diminuant les paiements mensuels, si ça peut l'aider à souffler un petit peu. Bref, on va trouver des solutions. Ça, c'est s'il ne peut pas. S'il ne veut pas, ça, c'est une autre discussion. Ça veut dire qu'il est en train de dire, je ne vais pas tenir mes engagements. Je vais pas Mettons que la maison, finalement, ne lui plaît plus à la fin de la... C'est son droit. Et ça, dès le premier jour, on lui dira, attention. C'est pour ça qu'il faut qu'il consulte un avocat ou un notaire au début du programme parce qu'on leur fait signer 2 contrats. Le contrat de location et le contrat de l'option d'achat. Donc, il aura maintenu son engagement en tant que locataire. Maintenant, il est en train de ne pas être conforme à l'engagement de l'option d'achat. Dans ce contrat-là, il devra payer des dommages à l'investisseur. Pourquoi des dommages? Parce que finalement, j'ai pris le risque de t'acheter la maison et tu me dis en fait que tu ne vas pas me la racheter. Donc, il y aura des dommages. Et les dommages, on les prendra sur sa cotisation mensuelle qui initialement devait aller sur la mise de fonds. Donc, voilà ce qui se passe en pratique. OK, super. On espère que en pratique, c'est le genre de cas qui n'arrivera pas souvent. OK. En quoi est-ce que vous vous différenciez justement des autres structures qui font de la location-achat? Même si c'est quelque chose de pas très, très connu, il y a quand même certains acteurs qui en font sur le marché. En quoi c'est quoi votre facteur de différenciation? Merci beaucoup pour la question, Christelle. Mon facteur, en tout cas de mon entreprise, c'est la première chose, je l'ai mentionné au départ, je ne le fais pas toute seule. Je travaille avec des experts. Quand je dis des experts, c'est des investisseurs qui continuent d'investir en utilisant cette stratégie, donc qui ont eu à faire déjà différentes erreurs dans cette stratégie et qui me font bénéficier, on va dire, de ce savoir aujourd'hui et de cette expérience. La deuxième chose, c'est que ce sont les valeurs que je mets dans ce business. Ce qui me fait partir de la location-rétention à vraiment me concentrer sur de l'achat-rétention, donc acheter une propriété à revenu et louer simplement à des locataires, à ce programme location-achat, c'est vraiment, je me répète, mais c'est vraiment cette dimension humaine. Dans la location-achat, par définition, la façon dont j'ai bâti mon business, je travaille en équipe avec mes locataires. Je n'ai pas cette relation qui peut être conflictuelle entre un propriétaire et un locataire parce que nous avons le même but. Il veut pouvoir acheter la maison, je veux pouvoir la lui revendre. Donc, ce sont mes valeurs, les valeurs que je mets dans ce business. Je veux effectivement faire du profit. On n'est pas dans c'est pas une utopie ici. J'ai investi pour faire du profit, pour aussi subvenir aux besoins de ma famille. Mais je veux aussi pouvoir aider les gens, aider ces différentes familles qui n'ont pas forcément la chance ou qui ne savent même pas que cette opportunité existe. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et bien sûr, dans notre business, on parle français et anglais comme ça se doit au Canada. Ça veut dire qu'on peut aider différents immigrants. Ah, c'est super ça. Il y a beaucoup qui sont anglophones. La location achat est beaucoup connue du côté anglophone et pas chez les francophones. Donc, voilà, pour résumer, donc, ma power team, ma team d'experts avec laquelle je travaille, qui veut dire qu'on a de l'expérience, on sait de quoi on parle. Deuxième chose, nos valeurs. Et troisième chose, nous parlons les 2 langues du Canada. Oh, super. Et justement, quelle région est-ce que vous desservez? Alors, pour l'instant, nous visons le sud de l'Ontario, vraiment de l'ouest de Windsor à Ottawa, ici, de l'ouest à Windsor, ma géographie,
à Ottawa à l'est, et aussi la région de Montréal pour l'instant. OK, super. Et là, on a beaucoup parlé du locataire et je sais que derrière tout ça, il y a aussi un investisseur qui peut être toi ou un partenaire d'affaires. C'est quoi les avantages pour l'investisseur de la stratégie de location-achat? Parce qu'on s'entend que oui, là, on s'adresse à des locataires acheteurs, mais dans le groupe aussi, il y a pas mal d'investisseurs en immobilier. Hein. Fait que toute opportunité est bonne à saisir et c'est souvent bien de diversifier son type d'investissement. Donc, c'est quoi les avantages pour un investisseur qui veut, qui veut faire de la location-achat? Absolument. Il y a aussi la partie investisseur. Merci de le mentionner, Christelle. Alors, pour un investisseur, et moi, je suis investisseur, c'est ce qui m'a aussi attiré dans cette stratégie. C'est une stratégie qui est sur du court terme. Si vous êtes un investisseur et que vous ne voulez pas attendre 3, 4 ans, 5 ans avec comme ça peut être le cas avec une propriété à revenu classique pour faire du profit, ou en fait, si vous voulez avoir un cash flow qui est un peu plus important que dans des stratégies classiques, ça c'est la stratégie idéale pour vous. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, premier point de profit, quand le locataire vous donne un acompte, vous utilisez cet acompte pour faire la mise de 20% pour acheter la maison au départ. Pour vous, en tant qu'investisseur, qu'est-ce qu'on cherche quand on investit? On veut mettre le moins d'argent possible. Le moins d'argent, oui. Voilà, donc, acompte de locataire veut dire que vous diminuez votre mise de fonds. Mise de fonds, voilà. Premier point intéressant qui sera important pour le retour sur investissement. Deuxième chose, pour un investisseur, c'est le cash flow. Comment tu dis en français cash flow, Christelle? Les flux de trésorerie, mais même en français, on est tellement habitué à cash flow. C'est comme... donc, le cash flow. Le cash flow mensuel, il est comment? Vous avez un loyer, comme n'importe quel autre investisseur, c'est une propriété à revenu, mais en plus, vous avez cette cotisation-là que le locataire vous fait mensuellement, vous donne mensuellement, que vous utiliserez pour sa mise de fonds. D'accord? Comment est-ce que c'est un profit pour vous? Vous allez me dire, mais en fait, ça, c'est de l'argent du locataire. Tout à fait. Et vous avez raison, c'est de l'argent que vous lui devez. Simplement, comme il vous donne cet argent pendant, disons, 3 ans, la durée du programme, et que vous n'avez le devoir de le lui rendre que lorsqu'il va qualifier pour le prêt et qu'il va devoir prouver sa mise de fonds, qu'est-ce que c'est pour vos investisseurs pendant 3 ans? C'est un prêt à taux zéro. Concrètement, c'est de l'argent à taux zéro. Et on aime, en tant qu'investisseur, on aime les prêts à taux zéro. Ah ben oui, bien sûr. Voilà notre profit. Et en dernier profit, quand vous revendez la maison au locataire, vous allez appliquer un taux d'appréciation qui ne sera pas le taux d'appréciation du marché, parce que c'est un des avantages que j'ai oublié, si je l'ai mentionné quand on parlait de l'avantage pour le locataire, le prix est préfixé, il est prédéterminé, pardon, au départ, n'est-ce pas, pour le locataire. Ça lui permet effectivement d'avoir comme une réduction, parce qu'il achète la propriété un peu plus tard à un prix qui est fixé à l'avance. Mais pour vous, l'investisseur, comment vous allez fixer ce prix? Vous allez vous assurer de revendre la maison un peu plus cher qu'au prix où vous l'aviez acheté. Bien sûr. Troisième profit. OK, c'est super ça. OK, donc un peu d'argent au départ, on investit moins, de l'argent régulièrement par mois, cash flow, et encore un petit bonus quand vous vendez la maison. OK. Et ça, 2-3 ans. C'est pas mal. Ça donne envie. Vous reprenez vos billes, vous êtes prêts et vous avez aidé des gens au passage. Vous avez aidé des gens dans leur maison, très gratifiant, et vous passez à l'investissement suivant. OK. Ça donne envie de s'y pencher plus en profondeur. OK. Et justement, lorsque tu détaillais un peu tous les coûts reliés à ça, le locataire, parce que quand on habite une maison, il y a des frais d'entretien, il y a Hydro-Québec qu'il faut payer, enfin, il y a les frais d'énergie, il y a plusieurs frais. Qui se charge de ces frais-là? Alors, le locataire acheteur, pour être clair, quand il rentre dans la maison, il signe 2 contrats. Donc, c'est très important que je dise ça, je le répète, mais c'est important.
légalement, pour en arriver vraiment au côté légal ici, un contrat de location et une option d'achat. Le contrat de location, il est traité comme n'importe quel locataire régulier en termes de devoirs et de droits, protection et responsabilité. Ça veut dire que si toi, le propriétaire, tu as décidé que ton locataire était responsable de payer les hydro, l'eau, enfin toutes les factures d'eau, électricité, gaz, de part, ça c'est écrit dans le contrat de location. OK. Si vous avez décidé que ça faisait partie du loyer, c'est pareil, c'est dans le contrat de location. On va suivre le contrat de location. De la même manière, tu es propriétaire de la maison. Donc, moi, le propriétaire, quand il y a des réparations sur la maison, légalement, je suis responsable de faire ces réparations, de par le contrat de location. On respecte la loi dans ce sens-là. OK, super. OK. Expliquer comme ça a l'air vraiment. C'est pas compliqué, dans le fond. C'est comme un locataire qui. J'ai envie de dire, pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous tombez sur un programme location-achat, très important, vous devez toujours avoir 2 contrats le premier jour, vous devez avoir 2 versements mensuels. OK, très bien, super. Et dans le chat, est-ce que vous aviez des questions? N'hésitez pas à laisser vos questions. Je sais qu'on en a déjà eu pas mal. C'était vraiment super intéressant. Je ne sais pas, Karine, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ce dont on a parlé? Peut-être une dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que cette stratégie de location-achat a eu malheureusement, a été victime de beaucoup j'ai envie de dire, de la mauvaise publicité. Parce que par le passé, les gens l'ont utilisé vraiment avec des mauvaises intentions. Ils ont transformé quelque chose qui, au départ, est censé aider énormément de personnes. Vous pensez ne serait-ce qu'aux nouveaux arrivants au Canada et vous imaginez tous les jours, on a vraiment des gens qui ont des problèmes parce qu'ils ne savent même pas comment gérer leur situation financière ou comment gérer leur bureau de crédit. Ils savent simplement pas comment le système marche. Et cette stratégie, initialement, elle est faite pour aider ce genre de personnes. Et malheureusement, des gens en ont profité, comme dans la vie, il y a toujours des gens qui n'ont pas de bonnes intentions. Et ça a desservi cette stratégie. Donc, j'ai envie de dire, elle a vraiment énormément à offrir, aussi bien pour le locataire que l'investisseur. Et si j'avais quelque chose à dire aux personnes qui sentiraient qu'elles ont besoin ou qu'elles peuvent être des candidates idéales de ce programme, prenez le temps de savoir comment est fait le programme, comment est-ce qu'il est mis en place, de quoi ça parle. Essayez d'aller au-delà des a priori. Ça a une mauvaise presse, mais il y a aussi des gens dehors là qui le font vraiment avec une éthique impeccable. Oui, super. Comme Rent to Own, justement. Vous avez pas mal d'informations sur votre site Internet. Oui, le site Internet, c'est www.rent2own-now.ca. Je vais partager dans le groupe Bâtisseurs d'Impact. Il y a énormément d'informations sur comment ça se passe. Vraiment, nous avons essayé de vulgariser le processus, d'expliquer comment c'est censé être. Parce que la première chose qu'on voulait, c'était informer les gens sur qu'est-ce qu'ils sont censés attendre en tant que candidat du programme. Et bien sûr, vous pouvez réserver une consultation gratuite si vous voulez simplement savoir si vous êtes éligible pour ce programme, si vous qualifiez. Gary, je partagerai mes coordonnées dans le chat. Oui, je laisserai toutes les coordonnées. Sur le site web aussi, il y a une version en français et en anglais. Ça, c'est parfait. Exact. Et il y a toutes les coordonnées. N'hésitez pas à contacter Karine. Elle est pleine de belles ressources. Merci, Christelle. Oui, voilà. Effectivement, la location-achat à titre personnel comme investisseuse, c'est une stratégie à laquelle j'ai pensé l'année dernière. C'est juste que je ne me suis pas lancée là-dedans. Et je sais que le besoin est vraiment réel. Juste dans mon entourage proche, je connais au moins 2 personnes, mettons sur une vingtaine dans mon entourage direct, qui ont besoin de ce genre de stratégie-là parce que ils ont les moyens.
c'est simplement à cause du crédit, à cause de plusieurs autres raisons. Ils sont simplement pas capables de s'acheter, ne serait-ce qu'un condo. Ils sont juste pas capables. Donc, la location-achat, c'est vraiment une stratégie à dimension humaine. Ça rencontre un besoin réel de plusieurs personnes et je pense que c'est une très, très belle stratégie d'investissement en immobilier. Absolument, absolument. Je vais juste taper le site là, comme Oui, vas-y. un site, mais je vais le remettre dans le groupe Facebook. Parfait. Voilà. OK, c'est super. Je vais peut-être. OK, donc on va laisser le lien du site Internet. Si vous avez d'autres questions, profitez-en. Sinon, tu nous as dit comment te contacter et c'est quoi les prochaines étapes pour Rent to Own Now? Alors, les prochaines étapes, c'est de grandir pour d'abord partager l'info à un maximum de personnes que ça peut aider au Canada. Et oui, on va dire, c'est vraiment le but principal pour l'instant. Grandir pour aider. Déjà, partager l'info, que ça existe. Si vous ne voulez pas le faire avec moi, sachez quand même que ça existe. Vous pouvez le faire avec une personne qui le fait bien aussi et en qui vous avez plus confiance. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que cette opportunité existe, aussi bien pour vous, les locataires, acheteurs, potentiels locataires, acheteurs, que vous, les investisseurs. Parce que moi, je travaille avec les deux. Parfait. OK, super. Donc, merci encore à tous ceux qui ont participé. Merci vraiment pour vos questions. C'était très enrichissant. Je pense que même une personne qui ne connaissait pas du tout la location achat en a appris pas mal aujourd'hui. Les informations étaient très claires, très détaillées. On a vraiment retenu le côté de l'importance d'avoir deux types de contrats, deux types de versements. Ça explique vraiment tout le détail de la stratégie. Donc, merci. Merci à toi, Karine, de nous avoir consacré ce temps-là. Je souhaite beaucoup de succès à Rent to Own Now. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, Christelle. Merci à tous pour vos questions, commentaires et n'hésitez pas à me contacter. Juste même pour répondre à des questions, si vous êtes intéressé par entrer dans le programme, si vous êtes intéressé par investir dans le programme, ça me fera plaisir d'échanger avec tout le monde, de partager. Et de répondre à vos questions du mieux que je peux. Merci beaucoup, Christelle. Et je suis persuadée que dans notre entourage, on connaît au moins une personne qui aurait besoin de ce programme-là. Je suis persuadée de ça. Absolument. Nicole demande comment te contacter. Nicole, si tu peux aller sur le site web que j'ai envoyé, tu auras déjà un premier contact et je vais remettre mes coordonnées dans le groupe Facebook Bâtisseurs d'impact. Merci. Voilà, et vous avez même droit à une consultation gratuite, c'est ça, avec Karine. Donc, n'hésitez pas, saisissez cette opportunité-là. Absolument. Il y a Sandrine qui demandait, est-ce que vous travaillez avec les investisseurs étrangers? Absolument, oui. Ah oui, OK. Ça, c'est… Oui. Bien sûr, ce qui se passe, c'est… donc, pour des investisseurs étrangers, il y aura des problèmes pas des problèmes, mais des challenges de taxes. On va travailler ensemble sur dans quel pays ils résident, comment est-ce que ce sera, quelle structure il faut mettre en place pour qu'ensemble, avec notre partenariat, on évite les doubles taxations, bien sûr, et que chacun puisse investir son argent au mieux pour atteindre ses objectifs, bien sûr. Mais absolument, oui, absolument. J'ai de la famille déjà qui est très intéressée et qui est à l'étranger, par exemple, de travailler avec moi. Oui. OK, super. Un arc de plus. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à contacter Karine. Attends, est-ce qu'il y a une dernière question? OK, c'est Gary qui dit merci. Parfait. Merci encore à tous d'avoir participé au live. C'était vraiment inspirant. Comme je t'ai dit, Karine, je te souhaite beaucoup de succès avec Rent to Own Now et on se donne des nouvelles. Absolument, absolument. You bet. Parfait. Comme on dit. Merci à tous. Passez une bonne journée. Bye bye. Bye.